Bonjour, nous sommes ici dans le village de Kawaba, préfecture de Gunma, un peu légèrement au nord de Tokyo, pour aborder le sujet du saké pétillant, du sparkling saké comme on le nomme, qui est une famille plutôt jeune, dérivée du saké tranquille évidemment, à travers laquelle on essaye par une méthode ancestrale aussi de donner un peu d'effervescence à l'intérieur des bouteilles de saké, des bouteilles plus épaisses bien sûr, méthode aussi légèrement différente dans la mesure où les brasseurs qui sont peu aujourd'hui, hein, c'est une jeune histoire, euh, stoppent la fermentation du riz avec son koji pour filtrer légèrement et ensuite faire une mise en bouteille, un tirage, comme l'on dit en Champagne, avec des levures qui restent vivantes et un sucre naturel. Donc évidemment, l'opération de développement de gaz carbonique à l'intérieur de la bouteille s'opère et on obtient pour le coup un saké pétillant, un sparkling saké. C'est une nouvelle histoire. Je pense que, bon, évidemment, je suis très impacté par l'importance de l'effervescence. Je l'ai mesuré pendant plus de 25 ans à travers les vins de Champagne. Et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse au saké sparkling. Alors c'est pas la seule, c'est pas non plus, c'est pas une simple connexion champagne et saké pétillant. C'est surtout une connexion par rapport à l'énergie que ces deux univers peuvent procurer en termes de sensations dans la dégustation. Le champagne, c'est une énergie qui est liée à l'eau, pardon, mais à l'eau souterraine. Le saké et le sparkling saké, c'est une énergie qui est liée à l'eau, l'eau des rivières, l'eau des fleuves, l'eau de montagne. Mais cette eau a un point commun, c'est qu'elle crée la force, la résistance, la particularité, la singularité, la précision, la pureté du champagne et du saké et encore plus du saké pétillant, dans la mesure où cette deuxième fermentation va réduire le taux de sucre, faire monter le taux d'acidité et créer évidemment des bulles dans le verre qui vont avoir ce rôle, comme tout vin effervescent, particulièrement champagne et saké, peut avoir, c'est de mettre en surbrillance, en élévation, en exauceur de goût, la sapidité liée à la craie pour la champagne d'un côté, la sapidité liée à la qualité de l'eau pour le Japon de l'autre. Et ça, c'est unique au monde. Je pense que c'est une histoire fabuleuse qui est en train de naître. Je souhaite l'accompagner parce que les codes de pureté sont les mêmes et il me semble qu'en termes de gastronomie, on peut aller très très loin et sur des terrains parfois avec lesquels le vin ne peut pas créer de connexion spécifique. À travers Cora Master, la famille Sparkling Sake aujourd'hui est intégrée depuis l'année dernière. J'ai la chance et le privilège, grâce à Xavier Tuzat, de, de présider la table qui déguste les Sparkling Sake. Et ce concours est un immense tremplin pour que nous, Français, nous puissions sans crainte et avec confiance aller vers les propositions de médailles qui sont des choix justes délivrés par les professionnels en corrélation avec une expérience et un profil sommelier, gastronomie, en tout cas amateur, expert, qui s'intéresse au saké. Et là, la maison Nagai, qui nous accueille aujourd'hui, c'est un exemple en la matière. Monsieur Nagai a su fédérer un certain nombre de brasseurs pour créer une association qui s'appelle Awasake. Je vous invite, pardon, vivement à vous intéresser à cette association parce que les membres qui en font partie sont dans une dynamique collective, cohérente, collégiale, avec des codes similaires pour aller droit au but dans la qualité d'effervescence. Et, et cette cuvée que j'ai devant moi de Mizubacho, pure, il faut quand même avoir une certaine audace, mais en même temps être certain de soi pour faire porter à une cuvée ce mot pur. Et je vous garantis que c'est le cas. C'était extrêmement pur.
Alors, vous savez, il y a une concurrence aujourd'hui qui existe dans le monde des effervescents entre l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, évidemment la Champagne. Moi, j'y crois pas à cette concurrence parce que la singularité d'un terroir, d'un environnement, d'une position, elle est immuable. Et la notion de terroir, ici au Japon, est égale à celle de la Champagne. C'est-à-dire que en Champagne, nous avons une craie très singulière, exceptionnelle, que ne possède pas l'Angleterre, que ne possède pas d'autres pays. Et c'est pour ça que le Champagne ne peut pas être égalé qualitativement si on travaille les sols en termes de qualité par rapport aux autres effervescents du monde. Et pour le sparkling saké, c'est la même chose. L'eau a une telle importance ici dans l'ADN et dans la construction, dans la résistance, dans le potentiel à accepter de la bulle, de la garder, de vieillir même, et ensuite de délivrer des registres que l'on trouve nulle part ailleurs, mais c'est des registres d'énergie, c'est des registres de magnétisme, de résistance, de force, même si c'est considéré, je dirais peut-être élégant ou léger, mais non, il ne faut pas s'y tromper. Le sparkling saké et le saké tranquille d'ailleurs résistent par la force de son riz, de son eau et de son koji et du mode d'élaboration. Et c'est assez impressionnant parce qu'on pourrait le trouver sensible et fébrile, comme parfois le champagne, mais il est ultra résistant, notamment dans des registres gastronomie parfois inespérés ou qu'on ne pourrait pas imaginer justement. Et le poisson, oui, certes, c'est un environnement qui lui convient bien, mais on peut aller très très loin, très 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 loin, et ça en devient extrêmement surprenant et passionnant pour l'avenir. Et je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avenir du sparkling saké. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle je suis la même aventure que j'ai suivie avec la Champagne. J'ai l'impression de revivre la même histoire et je souhaite m'y engager à 1000%. Parce que cette nature, ces gens, ces brasseurs sont dans l'âme de quelque chose qui parfois euh, n'éveille pas leur conscience. Je pense ils font leur travail avec tradition, passion, euh, témérité, éducation, pragmatisme. Et parfois, ils oublient ce qu'ils possèdent véritablement. Donc, leur discrétion, leur humilité leur font parfois oublier le trésor, en tout cas la chance qu'ils ont de pouvoir travailler une telle matière première, de pouvoir être sur une telle nature. Et l'objectif de demain, c'est de montrer cette nature et de leur dire non, vous avez quelque chose d'unique et il faut le montrer à tout le monde. Et donc la compagnie, en tout cas l'accompagnement que nous, professionnels, pouvons faire à ces merveilleuses personnes, c'est de leur dire, voilà, de leur dire ailleurs dans le monde, il y a des gens, il y a des professionnels qui ne demandent qu'à goûter la pureté aujourd'hui, puisque c'est la tendance de demain. On revient au goût des sols, on revient au goût des matières premières, on revient à l'accompagnement de la nature dans la viticulture et la vinification. Et le Japon, lui, il y est déjà depuis des années. C'est c'est une démarche naturelle pour eux, mais leur discrétion fait que ils ont parfois du mal à montrer leurs produits et finalement voilà, je pense que c'est un magnifique témoignage que d'essayer de montrer véritablement la pureté, que la pureté n'existe pas qu'en France ou en Europe pour le vin, mais elle existe aussi ici au Japon avec cette matière qui est le riz et les eaux qui sont juste incroyables et chargées en magie. Voilà. Et la bulle, c'est la magie et c'est un ascenseur émotionnel supplémentaire. Et je pense que l'avenir de cette blancheur immaculée va passer les frontières. Et il est pour moi certain que l'évocation de la transparence, de la blancheur, de la limpidité, de la cristallinité, de l'eau en fait, euh, connaisseur ou pas connaisseur, on ne peut être que touché par la relation directe qu'on peut avoir avec ces deux éléments fondamentaux, eau et riz.
et le brasseur évidemment.